me cacher de la technique, c'est parce que mon crâne brille trop gros, donc Aurélie, non, j'ai un petit peu. Mais peut-être qu'à l'avenir, je devrais la faire avec un béret, peut-être. Une petite casquette, voilà, une petite pipe de temps en temps. Bienvenue Yann. Bienvenue à tous, merci pour cet entretien et j'en profite pour saluer tous les membres du réseau APM. Et j'en fais de même. Bonjour à toutes et à tous. Alors Yann, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur ton essai « Heureux comme un juif en France », et c'est une question et non une affirmation, c'est important de le dire pour la suite de nos échanges, je vais te présenter très brièvement et puis tu compléteras. Alors, tu es à l'APM depuis 2019, si je ne dis pas de bêtises, et tu interviens sur une analogie de management à travers les textes sacrés, notamment la Bible. Et aujourd'hui, tu es ici donc pour cet essai, car tu es rabbin. Tu es rabbin dans un mouvement que je vais te laisser nous présenter. Et ensuite, je pense qu'avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, ce sera intéressant de comprendre ton rapport à cette religion, qui n'est pas forcément celui qu'on peut penser quand on sait que tu es rabbin. Eh bien, je te laisse compléter et puis nous allons y aller. Effectivement, merci cher Romain pour cette présentation. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, je suis rabbin effectivement d'une communauté libérale, tout simplement parce que dans le judaïsme, comme dans maintes religions, il y a plusieurs sensibilités. Disons que le judaïsme libéral est cette sensibilité qui essaye d'être en prise avec la société actuelle. C'est un mouvement qui est né au 19e siècle dans des conditions où les ghettos tombaient et où les juifs devenaient citoyens. Et c'est un mouvement qui se situe, enfin, qui se soucie d'être à la fois les pieds dans la tradition juive plurimillénaire, mais aussi comme les choses évoluent, et peut-être que 2-3 choses ont changé quand même depuis 3-4 000 ans, il est question de maintenir la pertinence du dialogue. Alors, c'était un petit peu, le livre est un petit peu là-dessus, il retrace mon parcours qui, comme tu le soulignais, n'est pas complètement banal. Je ne suis pas né dans une famille juive. Déjà, pour un rabbin, c'est mal parti, on dirait, mais en fait, je raconte la manière dont j'ai rencontré le judaïsme, la manière dont je me suis converti tout à fait précisément, et puis aussi la manière dont je suis devenu rabbin, le parcours, comment on devient rabbin. C'est une question qu'on m'a posée des centaines de fois, qui n'est pas inintéressante, d'autant plus que j'ai fait un parcours d'études juives assez intéressant entre Paris, Berlin et Jérusalem, donc au croisement de 3 mondes très différents. Et il m'a semblé important de raconter la manière dont, alors plus largement que le fait de se convertir, c'est la manière aussi dont nos identités peuvent être dans notre société, dans notre actualité, racontées différemment. On peut se réinventer dans la vie, on n'est pas complètement assigné à ses filiations. Je pense que c'est une leçon d'une grande valeur pour tous, quel que soit l'endroit d'où on part et où on arrive. Et puis, donc, il y a cette partie personnelle dans le livre, mais peut-être que ça m'aurait paru insuffisant si le contexte lui-même ne méritait pas, en tout cas à mes yeux, une analyse. C'est complètement incroyable, parce qu'on a du mal à s'en souvenir. Il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans, plus personne ne parlait de religion. On vit dans un pays où la laïcité est reine, une laïcité de combat qui a mis du temps à s'installer, et on pensait avoir réglé le problème de la religion, je dirais. Or, voilà que cette religion ressurgit sur la scène sociale, au premier rang. Alors, en plus, pas de la meilleure manière, à travers les attentats, à travers des controverses extrêmement violentes, à travers des oppositions d'identité des uns et des autres. Et aujourd'hui, la laïcité, la religion, l'identité sont des thématiques ultra chaudes, hyper centrales, là où il y a 10 ans, plus personne n'en parlait. On a même oublié combien on pensait avoir résolu cette question. Et il m'a semblé intéressant d'articuler les deux, mon propre parcours, d'où je viens, un parcours de conversion, ensuite un engagement en tant que rabbin dans une sensibilité du judaïsme qui justement prône l'ouverture envers la société, et d'en profiter pour faire un constat sur quelques sujets très très chauds, la place des Juifs en France, la question de l'antisémitisme, la question du rapport à Israël bien sûr, mais aussi, et ça c'est le 3e étage de la fusée, il se trouve que dans mon engagement, j'ai créé une association qui s'appelle les Voix de la Paix, VOIX, qui justement cherche à faire du rapport, alors plus large qu'interreligieux, un rapport que
j'appelle interconvictionnel, c'est-à-dire créer des événements, mettre en dialogue finalement tous les citoyens, qu'ils soient religieux ou pas, parce que cette question est trop clivante et elle m'est apparue trop clivante. Les philosophes ont des convictions, les artistes ont des convictions, l'entreprise a des convictions, les religieux évidemment en ont, et ce que j'appelle le dialogue interconvictionnel, c'est mettre autour de la table justement pas seulement un imam, un prêtre, un rabbin, Oui, etc., mais beaucoup plus largement la tous les citoyens société. qui agissent. Et donc, voilà, ce livre est appuyé sur une évolution et un parcours personnel, l'occasion justement de parler un petit peu d'un certain nombre de sujets et surtout de ce vivre ensemble qui est à la fois si problématique, mais qui doit absolument rester notre horizon à travers mon expérience des voies de la paix. C'est un petit peu ça le bouquin finalement. Bah, c'est bien que tu le précises parce que effectivement, donc tu poses la question. Donc déjà, on sent que tu es tout le temps dans cette recherche de sens, dans l'action, dans la spiritualité, dans le partage. Tu disais que tu intervenais avec d'autres personnes. On fait un clin d'œil à Flora Bernard qui a intégré le réseau et qui traite aussi de cette question de sens. Et effectivement, il est important de bien commencer le livre à la première page parce qu'on sait tout de suite quel est ton rapport à la religion. D'ailleurs, avant même ce contact à la religion, tu ne savais pas trop ce qu'était Dieu finalement. C'était très loin de toi. Donc c'est bien de le lire, de le comprendre, parce que ça se ressent dans toutes tes propositions et dans toutes tes analyses. Et ça, c'est bien de le préciser avant de rentrer un petit peu plus en profondeur, parce qu'on a toujours tendance aujourd'hui à associer religion, alors avec extrémisme, pas dans l'action, mais je parle plutôt dans la pensée, dans le repli, et toi, au contraire, tu es vraiment dans l'ouverture, donc précisons-le bien. Et comme le dit le sous-titre, réflexion d'un rabbin engagé. Donc engagé, si tu peux nous dire comment tu l'es, je pense que ce sera encore plus percutant pour nos auditeurs. Oui, je salue aussi Flora Bernard, avec qui je suis intervenu et qui est une personne effectivement magnifique et qui réfléchit sur les thématiques du sens. Rabbin engagé parce que je dirais déjà, je fais partie d'une sensibilité, le judaïsme libéral, qui justement cherche à poser, à ouvrir le religieux. Alors évidemment, en tant qu'homme de religion, je crois profondément que les religions sont un trésor, c'est un trésor d'humanité. Ça fait 3-4 000 ans que toutes les religions, d'ailleurs quelles qu'elles soient, réfléchissent à qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'on fait sur Terre. On lève la tête vers le ciel, on voit des étoiles, qu'est-ce qu'il y a au-devant, on s'interroge sur comment être quelqu'un d'à peu près, de pas trop mal sur Terre, de faire le bien, etc. Donc ce sont des questions évidemment centrales, les questions du sens, elles n'ont pas disparu. Donc le judaïsme libéral, je le disais, est né à un moment très particulier de l'histoire juive à la fin du 19e siècle, quand les ghettos tombent, on est à l'époque des Lumières, et donc les citoyens deviennent les juifs deviennent des citoyens comme les autres, et se posent des questions nouvelles, parce que c'est vrai que les juifs vivaient dans des ghettos auparavant, peut-être repliés sur une pratique normée par la règle religieuse, mais à partir du moment où l'espace se fait plus large, se posent des questions. Comment rester juif? Comment participer aussi à la citoyenneté? Quelle est l'importance d'une filiation? Des questions que tout le monde se pose aujourd'hui, et comme toujours, il faut faire un équilibre entre les choses. Alors, le judaïsme libéral se soucie justement du dialogue interreligieux, de sa place dans la cité, d'être constamment ouvert, à la fois de maintenir une identité, parce que nous avons chacun un parcours, une identité. On aime beaucoup la diversité naturelle, la biodiversité. Et c'est ça, il faut aussi la maintenir, même si on maintient évidemment que l'égalité est une valeur première. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître ces filiations. Donc, mais justement, le curseur est difficile. Si on tient trop à sa filiation, on se coupe des autres. Si on cherche à se dissoudre au nom d'une égalité, je pense que ça fructifie personne, parce que finalement, il y a toujours un retour de nos histoires et c'est important de garder aussi la mémoire. Donc, comment établir ce cursus? C'est une question sans cesse à remettre sur le métier, et engager aussi essentiellement à travers cette association Les Voies de la Paix que j'ai créée, qui intervient d'ailleurs beaucoup en entreprise, parce que l'entreprise est un milieu intéressant pour cela, et dédié au dialogue, parce que je dirais que c'est pas un scoop, mais quand on regarde aujourd'hui l'état du débat public qui est animé par la haine, par l'invective, par la colère, par l'énervement, par le jugement trop rapide, on a besoin de se parler, et on a besoin d'espace pour se parler, mais calmement. On a besoin de construire une pensée. Aller vers l'autre, c'est génial.
mais il faut prendre le temps de l'écouter. Et c'est vrai qu'on a de moins en moins de temps pour cela, et les Voix de la paix sont dédiées à ce dialogue voilà, qui fait appel aussi à la raison, pas seulement à l'émotion, et de construire les sujets, de construire les passerelles. Donc voilà, c'est un petit engagement en fait, qui est né très précisément, je le raconte dans le bouquin, en 2015, après cette série d'attentats absolument horribles. C'est pas très original. Beaucoup de citoyens se sont demandé, mais là où je suis, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer un petit peu la situation? Il me semblait qu'en tant que rabbin, en tant qu'homme porteur d'une tradition religieuse, eh bien, j'avais justement à apporter, à essayer d'expliquer que les religions n'étaient pas faites pour opposer les identités, mais au contraire, justement, au nom d'une sagesse un peu collective, justement, construire des passerelles plutôt que des murs. Tu fais un petit clin d'œil et c'est bien, c'est vrai que c'est le premier temps de ton essai. C'est les gens heureux ont une histoire. Et cette histoire est importante, il faut la garder. Avant de partir sur peut-être un petit peu la place de la religion aujourd'hui dans la société, comment ça se passe, peut-être une question sur cet engagement libéral. Comment ça se passe au sein même de ta religion? Parce qu'on a toujours tendance à, alors je fais le parallèle avec l'islam, mais on dit que les musulmans modérés sont un petit peu mis en marge, on ne comprend pas toujours très bien. Est-ce que toi, ton action justement d'ouverture, de communication est bien vue, ou il y a quand même des courants dans le judaïsme qui sont plus réfractaires, archaïques, et qui te disent « Yann, tu n'es pas dans la bonne direction ». Alors, il faut partir d'une vérité première propre au judaïsme. On dit toujours 2 juifs, 3 opinions. Donc, c'est une religion qui discute. Quelque part, si on pouvait résumer le judaïsme, c'est même d'ailleurs intéressant. C'est quelque chose qu'on ne perçoit pas toujours de l'extérieur quand on n'est pas soi-même pratiquement intéressé par ces questions, etc. Mais le judaïsme est beaucoup plus une question de pratique et de loi et de fidélité qu'une question de foi. Beaucoup de juifs disent moi je suis très juif, je me sens très juif, je suis attaché à la tradition juive, mais je ne sais pas si je crois en Dieu. Ce n'est pas une question de croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose de solo, c'est quelque chose de collectif, et c'est surtout une religion de l'étude. En fait, la contribution du judaïsme, c'est d'étudier ce texte de manière contradictoire et de laisser la contradiction éclater. Et ça, c'est assez intéressant par rapport à l'époque actuelle. Alors, non, on ne peut pas dire que le judaïsme soit forcément un havre de paix, justement, parce qu'on discute beaucoup. Très clairement, il y a plusieurs sensibilités au sein du judaïsme. Il y a une sensibilité orthodoxe, orthopraxe, on pourrait même dire, à savoir pour qui la halacha, c'est-à-dire la loi juive, est au centre de la vie. L'homme doit s'adapter à la halacha. Et puis, il y a d'autres, à l'opposé, je dirais, il y a le libéralisme, pour qui la halacha, la loi juive, est évidemment importante, mais peut-être que c'est plus l'individu qui est au centre. L'individu prime avant le système. Et puis, entre les deux, il y a aussi toute une vaste composante, je dirais, traditionnelle, c'est-à-dire, bon, effectivement, qui a vécu un judaïsme un peu traditionnel dans son enfance, notamment au Maghreb, et puis, voilà, qui est venu en France et qui maintient les traditions. Donc, il y a tout un espace de variété. Ça ne discute pas toujours forcément de manière très calme. Et oui, il y a même des exclusions. Il se trouve que le système du consistoire en France, qui est la représentation officielle du judaïsme vis-à-vis des institutions de la République, n'inclut pas toutes les composantes du judaïsme. Voilà, mais je dirais que le judaïsme a toujours, en tout cas, prôné la liberté et la diversité. C'est ce qui sauve finalement la culture juive, c'est que ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu de conception pyramidale dans le judaïsme avec un grand chef à la tête ou un pape ou un dogme. Ce n'est pas une religion de dogme, et c'est quelque part ce qui nous sauve. Ça ne nous sauve pas côté tranquillité, parce que ça discute de manière parfois très, très dure, voire violente et voire intolérante parfois. On n'est pas exempt de ces reproches, bien sûr. En tout cas, la discussion est considérée comme légitime et le désaccord est considéré comme légitime. C'est ce qui évite d'ailleurs justement de figer Dieu en d'idolâtrer quoi que ce soit. Donc constamment déflationner l'idolâtrie possible par une discussion vigoureuse, ça on sait faire, et voilà, c'est ce qui nous maintient en vie quelque part. Très bien. Alors, Yann, t'avoir aujourd'hui, ça nous permet peut-être d'avoir une vision un peu plus éclairée de ce qu'est la religion juive et de ce qu'est sa place aujourd'hui dans la société. Peux-tu nous dire
Comment va-t-elle? Parce qu'on est noyé d'infos, pas toujours justes, j'imagine, à travers toutes les chaînes, toutes les fake news que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux aujourd'hui? Est-ce que c'est si compliqué que ça? Alors, c'est pas simple, mais on peut essayer évidemment de simplifier un petit peu les choses. Alors, il y a plusieurs aspects, hein. Il y a la communauté juive, enfin les juifs en France, les Français juifs, parce que voilà, donc c'est le côté sociologique. Après, il y a le côté religieux, et puis il y a peut-être un troisième aspect qui est aussi le lien à Israël, parce que c'est vrai que c'est ce qui mobilise beaucoup l'attention. Et c'est vrai qu'on a tendance à mélanger un petit peu les sujets. Les Français juifs, on estime à 500, 600 000 personnes en France, donc c'est une claire, extrêmement faible minorité, ça c'est clair, ont une boussole vraiment qui est restée constante malgré les périodes très sombres. Alors, il faut dire d'abord qu'il y a des juifs en France depuis plus de 2000 ans. Il y a des juifs en France avant même que les Francs ne donnent leur nom à notre doux pays. Donc, c'est vrai qu'il y a une acculturation à l'histoire française qui est fondamentale. Les juifs sont là depuis très, très longtemps et ont participé à toutes les phases de l'histoire française. Quand bien même au Moyen-Âge, ce n'était pas forcément terrible, évidemment, il y a eu des heures sombres, mais ça, c'est un premier point. 1791, la Révolution française, l'Assemblée constituante, fait des Juifs des citoyens à l'égal de tout autre citoyen. Les premiers en Europe, il faudra attendre 100 ans plus tard en Allemagne et peut-être encore plus longtemps à l'Est. Et ça, il y a une reconnaissance, je dirais, presque éternelle des Français juifs vis-à-vis des institutions de la République. Donc ça, c'est quelque chose, je dirais, qui est réglé bien avant la loi de 1905. C'est évident que les Français juifs participent à la vie républicaine, sont en faveur de ces institutions républicaines et ont même lutté beaucoup de personnalités à l'époque pour l'instauration de la République, contre le retour de la monarchie et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment deux marqueurs très forts de la communauté des Français juifs. Alors après, il y a eu bien sûr l'affaire Dreyfus, Vichy, etc. Il y a eu de sérieuses entailles, il y a eu la Shoah. Bien sûr, mais je pense que voilà, c'est vissé au corps des Français juifs de cette sorte de reconnaissance et de participation aux institutions de la République. Alors, il faut dire quand même que depuis 20 ans, la situation n'est pas forcément terrible du fait d'un certain nombre de sujets. Justement, l'importation du conflit israélo-palestinien sur la scène française. Il faut commencer par rappeler, même si des gens ne veulent pas l'entendre, que être juif ne veut pas dire qu'on est pro-israélien. De même que arabe ne veut pas dire qu'on est pro-palestinien. Enfin, d'abord, on n'est pas palestinien et on n'est pas israélien. Ça peut orienter, bien sûr, des sympathies, mais un Français juif est avant tout français, il n'est pas israélien, et un arabe français n'est pas un palestinien. Donc, Yann, beaucoup de gens le... je me permets justement de rebondir sur ça, parce qu'effectivement, est-ce que le fait que depuis 20 ans, ça se dégrade, c'est pas le fait d'associer forcément les juifs au sionisme? C'est une des pistes. L'antisémitisme, la particularité de l'antisémitisme, c'est qu'il ne cesse de se renouveler. Oui. Il y a une matrice de clichés profonde, toujours Mhm. là, l'argent, le sang, l'empoisonnement, les puits, enfin, ça c'est des thématiques médiévales qui se ressourcent. Il y a toujours une deuxième couche qui s'habille dans le langage politique du temps. Au XIXe siècle, on a accusé les Juifs d'être trop capitalistes ou au contraire d'être trop révolutionnaires, trop bolcheviques. Alors, il n'y a jamais eu un sens beaucoup très, très consistant, très logique. C'est tout et son contraire. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'à notre époque, il y a cette assimilation des Juifs à l'État d'Israël. Là, il faut être très clair, quoi qu'on en pense d'ailleurs. Il faut distinguer, je pense que la limite, c'est de distinguer la question de la légitimité de l'État d'Israël en tant qu'État, en tant que l'un des 197 États de l'ONU, et la politique du gouvernement israélien. Au passage, il faut quand même souligner qu'Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc, on peut être parfaitement en désaccord avec la politique du gouvernement israélien, c'est une chose, et c'est absolument critiquable. Par contre, nier la légitimité de l'État d'Israël, qui est le fruit d'accords internationaux, d'un accord de 1947 de l'ONU, et puis d'accords signés, etc. Là, quand on va dans cette direction, c'est sûr qu'on s'engouffre vers une thématique un petit peu plus sombre, où antisémitisme peut volontiers se mélanger avec antisionisme. Encore une fois, oui à la critique de l'État d'Israël, à ce qu'on veut, aux territoires occupés, la liberté, d'ailleurs les Israéliens ne s'en prisent pas eux-mêmes, mais nier
la légitimité de l'État d'Israël, c'est quelque chose de plus difficile. Mais tu as raison, cette importation du conflit est mortifère, parce qu'encore une fois, on peut très bien être français juif sans être forcément calqué derrière l'État d'Israël. Et puis, alors c'est très délicat à dire, mais je le dis dans mon livre en essayant de poser les bons mots, en essayant d'être juste, il y a un antisémitisme importé, c'est vrai, dans une certaine culture musulmane, parce que ça fait partie d'un héritage millénaire. Ça ne veut pas dire, je dis certainement pas que les musulmans sont antisémites, mais il y a un courant fort au sein de l'islam, l'islamisme notamment, un islam un peu radical, ou qui importe une forme d'antisémitisme. C'est une partie délicate du problème, parce que les Arabes français peuvent par ailleurs être sujets eux aussi au racisme et à la discrimination. Donc parfois, il faut mélanger, faut distinguer les sujets, être juste tout le temps. Y compris quand c'est pour plutôt défendre ou plutôt quand c'est plutôt pour pointer effectivement qu'il peut y avoir un antisémitisme de cette nature. Donc, depuis 20 ans, effectivement, suite à l'importation de ce conflit, il y a une sorte d'antisémitisme renouvelé qui fait quand même, qui tue. Faut rappeler quand même que aux Aratora, des enfants tués à bout portant, la défenestration de Sarah Halimi il n'y a pas longtemps, voilà, c'est un antisémitisme qui tue. Et malheureusement, dans les faits racistes, on voit que les Juifs, alors même qu'ils ne sont que 1% de la population, totalisent à eux seuls plus de 20% des agressions racistes. Donc il y a une disproportion, et donc ça veut dire qu'il y a un mouvement quand même problématique à traiter. Donc voilà, c'est un sujet. En même temps, comme je le dis, c'est ce que je défends dans mon bouquin, la communauté juive est acculturée depuis très longtemps à cette histoire de la France. Elle veut poursuivre son histoire française. Certains juifs ont considéré qu'il fallait quitter la France, alors dans un mélange d'analyses à la fois économique, le manque de perspective peut-être politique ou économique, et puis cet antisémitisme. Mais il y a un autre discours qui dit, voilà, les temps sont difficiles, ils sont difficiles pour tout le monde, mais nous avons une histoire à continuer, d'où mon action, et je ne suis certainement pas le seul, de tisser des ponts, sans cesse expliquer, déminer les clichés. C'est évidemment pas facile, mais voilà, c'est une petite tâche qui a toute son utilité. Ah oui, c'est surtout bien de réentendre ce mot expliquer, parce que finalement, ce sujet du conflit, tout le monde a un avis dessus. Des gens qui ne sont ni concernés de près ou de loin, ça attise forcément en interne quelque chose de pas très constructif. Et surtout, c'est ça, il faut expliquer, et encore plus maintenant, vu Oui, la le situation. danger, c'est toujours d'assigner quelqu'un à son identité. Parce qu'on est juif, on devrait penser telle ou telle chose et être pour avec telle chose, ou parce qu'on est arabe, on devrait être ceci ou cela. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Je veux dire, on peut être français, juif, intéressé par telle ou telle chose, critique envers Israël. On peut être français, arabe et aussi avoir un avis différent des avis qu'on nous prête. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut réouvrir sans cesse. Alors là où c'est pas facile, c'est qu'effectivement, il y a un discours un peu dominant, y compris au sein de chaque communauté, où on s'attend à ce que telle personne développe tel avis. Eh bien non, on a sa liberté et il faut pas hésiter à la dire. Ouais. Mais en tout cas, ne pas se laisser assigner à une identité supposée. Alors, je précise, hein, tu disais il faut expliquer, dialoguer. On parlait évidemment de l'islam, mais dans ton ouvrage, tu parlais aussi du dialogue judéo-chrétien. Hein. C'est important de se dire que c'est aussi… Bien sûr, c'est fondamental. On a tendance à dire que le christianisme zombie, disait un célèbre sociologue, etc. C'est vrai que la société s'est massivement d'abord sécularisée, c'est-à-dire que institutionnellement, la religion a beaucoup moins de poids, et d'ailleurs, sans doute heureusement, c'est pour ça que la laïcité, la loi de 1905 a fait son œuvre. Après, les gens confondent souvent perte du poids politique de la religion et fin de la religion. Non, la religion a perdu son poids politique fort heureusement, et c'est plus elle qui dicte, la puissance de l'Église telle qu'elle a été, Oui. ou de toute autre religion. Mais après, la religion en tant que spiritualité, en tant qu'elle anime, en tant qu'elle permet de réfléchir à certains sujets,
n'a pas diminué en importance. Ces vieux textes ont quelque chose à nous dire. C'est d'ailleurs un peu le sujet de mes interventions à l'APM, donc à travers le leadership. Moi, c'est ce que je dis souvent, la Bible est le premier livre de leadership de l'histoire de l'humanité. Bon, là, c'est une thématique très précise, mais ces vieux textes, pour autant qu'on sache les dépoussiérer, effectivement, avoir à cœur de les expliquer et de les retraduire peut-être en langage un peu plus moderne, enfin de les expliquer tout simplement, sont pertinents. Ouais. La religion n'a rien perdu de sa force de réflexion. Alors, justement, tu nous parles de ton action dans notre réseau. On a tendance à dire que l'entreprise, finalement, c'est le reflet de la société. On a parlé de la laïcité, on a parlé un petit peu de la situation de la religion très brièvement, hein, mais le temps ne nous le permet pas. Je fais un petit clin d'œil à Alain Cabras et Patrick Bannon qui traitent justement de ce management interculturel au sein de l'entreprise. Selon toi, qui est moins un théoricien, mais plus un actif du sujet, car tu es quand même rabbin, que penses-tu de la place de la religion dans l'entreprise? Est-ce qu'elle doit être à l'extérieur ou est-ce qu'on doit lui faire une place certaine ou pas? Mais qu'en penses-tu? Toi Alors, qui… moi, je dirais que, je ne sais pas si c'est en toute chose, mais en tout cas, il faut commencer par le droit. Qu'est-ce que dit le droit? Qu'est-ce que dit la loi? C'est vrai que dans ces problèmes de religion et de laïcité, beaucoup de gens sont paumés. La France est un État laïque, la République est laïque, les pouvoirs publics sont laïques, mais par exemple, l'espace public n'est pas laïque. Les gens confondent pouvoir public et espace laïque. Ça veut dire que si je suis un agent de l'État, derrière mon guichet, je ne peux pas ni arborer une Magen David ou ni un voile, etc. Je suis neutre. Par contre, dans la rue, l'espace public, ce n'est pas la chose que les pouvoirs publics, la liberté d'expression est reconnue, pourvu qu'on ne contrevienne pas, bien sûr, à l'ordre public. Il y a toujours une limite. Donc voilà, ça, c'est des distinctions que les gens parfois oublient. L'entreprise n'est pas un espace laïque, n'est pas un espace neutre. La loi ne dit pas que les salariés doivent avoir un devoir de neutralité comme on est un agent de l'État. L'expression de la religion est possible en entreprise, les textes le disent clairement, pourvu que, parce qu'il y a toujours aussi, pourvu qu'il n'y ait pas de prosélytisme, pourvu que ça ne contrevienne pas au contrat de travail. Si on est un boucher et qu'on est un boucher halal, etc., mais qu'on bosse dans une boucherie générale et qu'on dit « Ah ben non, mais je suis désolé, je ne peux pas transporter cette côte de porc parce que ma religion me l'interdit », et voilà, et ça contrevient nettement au droit de travail. Donc, moyennant un certain nombre et la définition de la tâche du contrat de travail, l'expression de la religion est possible. Je sais qu'il y a des entreprises très connues comme Paprec, par exemple, qui exigent des salariés de signer une charte de neutralité. Au passage, c'est une entreprise dans laquelle je crois il fait assez bon vivre, mais entre nous, ce n'est pas ce que dit la loi. Donc la loi, elle reconnaît la possibilité d'expression de la religion dans l'entreprise, moyennant un certain nombre de freins, effectivement, l'interdiction du prosélytisme et le respect de la tâche et du contrat de travail. Donc ça, c'est une chose. Après, moi, ce que j'ai découvert à travers mon action associative, à travers de très gros groupes, de très grosses banques, par exemple, on a fait des actions avec eux, c'est que les salariés sont intéressés par la notion de conviction. Donc, on a fait des choses assez surprenantes. On a emmené des salariés sur une base volontaire, dans des lieux de culte, simplement comme des rencontres culturelles avec des leaders religieux. On a fait discuter des personnes en interne dans des focus group à différents niveaux hiérarchiques de la manière dont on pouvait concevoir un engagement entrepreneurial au nom de ses convictions. Et on s'aperçoit qu'il y a des croisements tout à fait féconds. Les gens sont intéressés par ces thématiques-là. Et on a fait notamment une célèbre table ronde aussi qui avait beaucoup intéressé à l'époque sur, c'était pour une banque, mais argent et religion, la manière dont les différentes religions voient l'argent, une culture de l'argent différente. Bref, la religion, je crois, pour autant qu'on ne cherche, évidemment, il faut commencer par le préciser toujours, qu'on ne cherche à convertir personne, les religions sont avant tout des ressources réflexives. Ce sont des mouvements qui réfléchissent depuis 3-4 000 ans à moult thématiques, et je crois que c'est destiné à enrichir l'entreprise. Moi, je sais que
à travers mon intervention, donc ça c'est un peu distinct de ce que j'ai dit avant, Oui. là, ce que je mets avec mon association, mais à titre personnel, quand j'interviens pour l'APM sur des problématiques de leadership, mais c'est d'une productivité extraordinaire. On s'aperçoit que le leadership, c'est gérer des problèmes, des situations humaines, problématiques ou pas. Tout est déjà là. Enfin, ce sont des problèmes humains sur lesquels les religions ont des choses à dire. Les textes sont extrêmement productifs. Quand on prend l'Exode, par exemple, Moïse, c'est quoi? C'est l'histoire d'un projet. Ok, les gars, on va en terre promise, 600 000 personnes. Et là, on s'aperçoit que c'est la somme des emmerdes d'un leader par rapport à un objectif. Les gens ont soif, les gens reprennent le projet, les gens préfèrent un autre leader, les gens disent pourquoi tu es à notre tête, pourquoi c'est pas un autre, etc. Les gens revendiquent. Bref, ce sont des situations humaines, il suffit de changer juste le vocabulaire, etc. Ce sont éminemment des problématiques de leadership. Les religions sont un trésor de réflexion. Eh ben, Yann, c'est une bonne conclusion parce qu'on arrive au moment qu'on avait évoqué en intro avant que ça tourne, qui était qu'on allait dépasser le temps qui nous était imparti. Alors, avant d'aller sur la dernière partie, qui est la bibliothèque idéale de l'intervenant, j'ai quand même une dernière question à te poser et on va essayer de faire un petit peu plus court. Toi qui, justement, interviens dans notre réseau que l'on dit apolitique, qui est apolitique, et aujourd'hui, on ne peut pas distinguer politique et religion, hein, ça va de pair, je pense, avec tout ce que ça génère. Donc, vous êtes un certain nombre d'intervenants sur ces sujets. Comment toi, tu le sens, l'impact de ton expertise ou le rapport des adhérents à ton expertise dans le réseau? Est-ce que tu sens que c'est plutôt enrichissant, bien accueilli et utile? Ou au contraire, est-ce que tu sens une certaine frilosité par peur de dire « Oula, sujet brûlant, je préfère mettre ça de côté, c'est encore trop compliqué ». Je sens les deux, mais fort heureusement, quand j'arrive, c'est vrai que je sens tout de suite, enfin, quand on commence à échanger avec le groupe, il y a des personnes qui sont un petit peu habituées aux questions religieuses. Beaucoup de gens sont en tension ou en rétention ou disent, mais voilà, ce rabbin, qu'est-ce qu'il va, il va nous prêcher la bonne parole, qu'est-ce qu'il va faire, Assez rapidement, j'essaye de mettre tout le monde à l'aise en disant, on cherche à convaincre évidemment personne, mais on va utiliser ces textes comme on lirait un texte de philosophie, comme une ressource. Et on va le critiquer, ce texte, parce que justement, la parole de Dieu, il n'y a rien de plus critiquable. D'ailleurs, les personnages bibliques sont les premiers à la critiquer. Donc, on va les lire comme si, comme des ressources de pensée et non pas comme des ressources de religion, justement. Lire les textes religieux comme s'ils n'étaient pas des textes religieux. Et c'est ça. Et je pense que mon bonheur, c'est à la suite d'une journée d'intervention de voir que les personnes parfois les plus en opposition se disent « Ah ouais, mais on m'avait jamais parlé de religion comme ça. » On s'imagine la grenouille de bénitier, l'église, le prêtre, le rabbin, etc., etc. Mais simplement réfléchir à partir des textes religieux et justement réfléchir de manière contradictoire, s'apercevoir que le cœur, c'est l'interprétation. Et ça, je pense que ça me paraît la vertu peut-être la plus actuelle, etc. Parce que dans le débat public aujourd'hui, plus personne ne prend le temps de parler et on s'accuse, on ne réfléchit pas, on ne prend plus le temps d'interpréter les choses ou d'accepter le fait qu'un texte puisse avoir plusieurs significations. Moi, si je ressors de la journée avec l'idée que ces textes sont pertinents pour aujourd'hui, qu'on peut les discuter et que c'est vachement intéressant de voir combien la richesse des interprétations est une ressource collective qui met les gens ensemble, alors mon bonheur est total. Et je me dis que là, on fait quelque chose d'actuel parce que ce déficit de l'interprétation, ces vérités qu'on cherche à nous asséner toutes les 2 minutes, ce flux d'informations qui ne nous laisse pas le temps de réfléchir et de montrer qu'en fait, il n'y a pas une vérité, mais que les vérités sont plurielles et qu'elles sont accessibles aux interprétations de chacun, alors je me dis que effectivement, ces bons vieux textes ont fait leur job. Eh bien voilà, une belle conclusion sur ce temps-là. On va prendre 2 petites minutes, si vous nous le permettez. Yann, cette librairie permet aussi de mettre en lumière un petit peu les intervenants que vous êtes, mais de montrer aussi ce que vous faites à côté et de vous donner un autre temps de parole et de vous découvrir sous un autre angle. Et je suis d'avis que les ouvrages permettent aussi de comprendre quelqu'un et de lire quelqu'un. Est-ce que tu peux nous partager les 3-4 textes qui t'ont accompagné, qui t'ont fait grandir ou qui sont sur ta table de chevet en permanence pour que les autres intervenants, les adhérents du réseau
puisse s'y plonger, s'y replonger. Alors, c'est une question très compliquée parce que je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir, etc. Donc, ça va sortir un peu comme ça. Moi, il y a un auteur auquel j'adore, c'est Kafka. Kafka, c'est pas un auteur forcément joyeux, mais je pense qu'il a posé toutes les questions de la modernité. C'est absolument génial. Je recommanderais l'Amérique, America, ou les nouvelles de Kafka sont extraordinaires. Qu'est-ce que je pourrais conseiller aussi de la poésie, de la poésie, René Char. Avec des formules absolument, moi qui me portent. Cette phrase de René Char, par exemple, qui dit « Aujourd'hui est un tigre, demain verra son bon, B-O-N-D. Aujourd'hui est un tigre, demain verra son bon. » Formidable, non? Je veux dire, ça, c'est le genre de phrase qui vous éclaire la journée. Et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai lu un livre récemment sur la démocratie de Jean Pic, un livre sur la tradition républicaine en France, justement, qui met beaucoup, qui permet d'avoir les idées claires sur c'est quoi la République, la différence entre la démocratie, la République, la nation, le peuple, des notions dont on parle beaucoup et qu'on mélange tout. Jean Pic, P-I-C-K, je me souviens plus du titre exact, mais il y a le mot République dedans. C'est vraiment un guide pour notre temps. Eh bien, Yann, comme c'était prévu, ça a été très riche. Donc, très satisfait d'avoir reçu parce que la librairie n'est pas que de traiter des romans. C'est bien aussi d'avoir peut-être des sujets un petit peu plus brûlants, actuels. On avait une pièce de théâtre dernièrement qui nous permettait aussi de prendre conscience de la diversité du patrimoine français. Et c'est bien de pouvoir aussi aborder ce sujet-là que l'on traite dans le réseau. Et donc, ça a toute sa place dans la librairie. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi, Romain. Merci vraiment à cette merveilleuse organisation de l'APM. Je salue les membres que je connais et ceux que je ne connais pas encore. En tout cas, merci à toi. Et moi, je salue Nelly. Et encore merci, Nelly, pour toute la logistique qui nous permet de faire ces moments-là. Et Aurélie, bien évidemment, qui filme presque toujours très bien. À très bientôt. Et j'introduis la prochaine, parce que c'est un lien avec toi. C'est une analogie de management, mais cette fois, ce serait une analogie avec Éric Chaillet à travers la musique et l'art en général. À très bientôt. Merci. À bientôt.